Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Je m'appelle Jean-Philippe Ancos, j'ai plutôt un profil technique et j'ai la chance aujourd'hui de faire cette présentation avec Alice Vasseur, qui a un profil plutôt fonctionnel. Et on va vous expliquer un petit peu comment on va concevoir des assistants conversationnels vocaux et comment justement le technique et le fonctionnel se mélangent. Respect, professeur Falcon. Si on faisait une petite partie d'échecs. Bon, c'est une petite entrée en matière. Si vous avez reconnu la voix de Joshua, je suis désolé pour vous. Il y a de fortes chances que vous soyez soit geek, soit vieux, comme moi. Étant donné que c'est un film de science-fiction des années de 1983, dans lequel il y a toujours ce vieux rêve de l'intelligence artificielle avec lequel on va discuter, qui va converser, qui va être capable de faire plein de choses. Et toujours le problème du cinéma, c'est qu'il faut essayer de présenter un écran. C'est pas forcément très sexy, et on essaye de mettre des artifices pour un peu personnifier l'être. Et en l'occurrence, là, c'est la voix qui est assez révélatrice de l'assistant et qu'on peut mémoriser. Alors aujourd'hui, on ne va pas vous parler de la super hype des chatbots et comment on réussit à transformer sa super FAQ en un chatbot qui va réduire votre service client et faire tout plein de choses. On va plutôt se concentrer sur un autre sujet qui est vraiment le design, l'ergonomie, et ce qui va faire que votre bot va rester, va perdurer dans le temps, et surtout sous langue vocale. Alors pourquoi je vous dis ça? On a vu plein de séries de techno évoluer au fur et à mesure du temps. Moi, j'ai un smartphone, on va dire, depuis les années 2000. J'avais un QTech, j'avais des téléphones comme ça, mais en fait, ce qui a vraiment fait exploser, qui fait que maintenant, on développe des applications en mobile first, c'est l'iPhone, pour une simple et bonne raison, c'est l'ergonomie. C'est le fait d'avoir enfin des applications qui ont du sens, qui fonctionnent bien. Et vous avez tous vu à quel point c'est compliqué quand vous allez chercher des photos de chats, de devoir avoir 15 000 pop-up qui arrivent, qui ne sont pas forcément responsives, et essayer d'avoir votre image. C'est toujours compliqué, et donc faire simple, c'est compliqué, et il y a toujours des bonnes manières de faire. Sauf que maintenant, enfin plutôt depuis 2016, la tendance, c'est un nouveau canal de communication qui sont les assistants conversationnels, les chatbots. Alors là, avec Messenger, introduit par Facebook, qui vous donne une ouverture, une manière d'interagir avec 2 milliards de personnes, mais aussi avec plein d'autres canaux de messagerie. Typiquement, Mark Zuckerberg a copié l'idée à WeChat en Chine, où vous avez une armée de Chinois. Dans le même esprit, maintenant en 2013, on a la même chose. On a 30 ans plus tard, toujours des films de science-fiction qui vont vous parler en utilisant une voix. Cette fois, le hardware s'est miniaturisé, il est dans l'oreille, mais on est toujours sur ces enjeux d'avoir une voix qui va personnifier, qui va créer un imaginaire autour du robot. Le problème, c'est que, comme maintenant ça commence à devenir mainstream, il y a des tonnes de canaux de messagerie. Est-ce qu'il faut se mettre sur Twitter, sur Messenger? Est-ce que je vais aller sur Google Home, sur Alexa, sur Cortana? C'est un peu comme quand vous développez des applications mobiles, où il faut faire des choix. Est-ce que je vais faire un truc super bien, mais uniquement sur un canal, ou du multicanal? Ou est-ce que j'essaie de trouver le meilleur des deux mondes? Et en plus, maintenant, c'est en vocal. Donc, vous avez des assistants qui vont vous suivre partout, qui vont potentiellement avoir une caméra, comme Ecolook, qui vont être sur la télé, qui vont être présents un peu partout et qui vont vous saouler toute la journée à essayer de vous proposer des choses, à essayer de discuter avec vous, qui vont avoir accès à vos informations et avec lesquelles vous allez devoir interagir. Donc, il faut que l'interaction soit vraiment fluide, sinon ça va vite être pénible et difficile. Alors, heureusement, ça fait en fait depuis plus de 6 ans à peu près que je travaille sur un projet open source de maison communicante où l'idée, c'est je discute avec ma maison et ma maison me répond, ma maison pilote tous les objets connectés. À l'époque, l'enjeu, et je militais à Devox déjà, sur le fait d'avoir des API, de pouvoir avoir une API pour piloter les lampes, une API pour requêter des choses sur le net, etc. Maintenant, c'est plus l'enjeu. On a enfin des API REST à peu près pour tout. Au pire, on tombe sur du SOAP. Mais l'enjeu, c'est vraiment l'ergonomie, le design de la conversation. Et en fait, quand vous faites une conversation avec un bot, c'est pas comme un code qui est linéaire. Vous avez un graphe de messages qui se met en place. J'aime bien prendre l'exemple du livre dont vous êtes le héros, dans lequel en fait on va naviguer dans le livre et faire son aventure. Et il existe maintenant des logiciels pour la conception de ces livres où on met à plat toutes les conversations. On va designer la manière dont le héros va avancer, toutes ses possibilités. Et c'est un peu comme ça qu'on fait des bots. Il n'y a pas une intelligence artificielle magique qui va tout faire.
Il y a des manières de développer les choses et surtout une manière de mettre en avant plutôt le fonctionnel, l'histoire, plus que la techno. Et donc pour résoudre cette problématique, on a complètement réécrit Sarah, le projet qui a 5 ans, sous un angle vraiment de chatbot pour mettre à disposition des développeurs et surtout des fonctionnels une manière de concevoir le design de la conversation sans devoir à chaque fois coder des choses. Et plutôt que de vouloir réinventer la roue, on s'est appuyé sur un outil d'IBM qui s'appelle Node-RED, qui fournit une interface graphique pour justement tout concevoir. Alors comment ça marche? C'est très simple. Vous êtes sur votre téléphone, vous êtes en train d'écrire un message. Le message part sur, par exemple, Microsoft Bot Framework, qui va être capable de transférer le message. Il va arriver sur votre serveur. De votre serveur, vous allez le transférer à Dialogflow de Google, qui va faire la compréhension du sens de la phrase, détecter l'intention, une intention d'achat, une intention de réserver quelque chose en magasin. Et puis, on va avoir un switch qui va dire « Alors, si c'est telle intention, je vais répondre ça ou ça ou ça ». Et on va envoyer le message sur le téléphone de la personne. Et donc, graphiquement, si jamais on veut changer quelque chose, c'est assez simple. Bon, en vrai, ça ressemble plutôt à ça. Donc c'est des arbres qui sont plus ou moins complexes, dans lesquels vous allez avoir toute votre graphe de conversation. Et puis parce qu'on veut le meilleur des deux mondes, toutes les briques rose saumon, c'est du JavaScript. C'est-à-dire, vous allez pouvoir coder un petit peu de logique dans votre flow. Et ça va aussi permettre à des fonctionnels de coder la petite logique qu'ils veulent et comment ils veulent le faire. Donc fonctionnellement, comment ça se passe? On clique sur une brique, on peut saisir la version textuelle, on peut saisir la version speech, et derrière, ça va répondre ce qui va bien. Si on veut des boutons, parce que dans Messenger, vous avez des boutons, vous allez pouvoir faire le texte plus les boutons. Et en speech, le problème, c'est qu'on n'a pas de boutons, donc il faut tourner votre phrase différemment pour que la personne comprenne comment ça fonctionne. Mais en tant que développeur, vous voulez aussi peut-être développer votre propre brique. Et donc là, je vais faire une pseudo-pub pour Node-RED, qui en gros, c'est une mécanique générique où on va fabriquer des briques qui prennent en entrée un JSON, qui en sortie renvoie un JSON, et qui entre les deux fait des choses. Et ces choses se codent avec 2 fichiers. Un fichier HTML où vous allez fournir un formulaire au fonctionnel pour faire des choses, et un fichier JavaScript dans lequel vous allez avoir toute la logique de votre brique. Ce qui va vous permettre de faire un connecteur, par exemple à Salesforce, et avec des champs sur la manière d'interroger Salesforce, etc. Et ensuite, vous allez le mettre dans les mains d'un fonctionnel qui va pouvoir ensuite jouer et se concentrer vraiment sur le design de sa conversation. Alors j'en ai fini avec vraiment cette partie technique. En gros, on a tout open sourcé, tout est dispo. L'idée, c'est que, comme je vous l'ai dit au début, on n'est pas sur un enjeu de techno, on a des briques de Lego pour jouer, on est vraiment sur un enjeu d'ergonomie et sur la manière de faire ce fameux design de conversation. Donc on a tout open sourcé et puis on mutualise tous les efforts sur cette tendance des chatbots pour aller plus vite et avancer. Donc maintenant, nous allons enchaîner sur justement cette partie ergonomie. Alors oui, donc avant toute chose, avant même de donner une âme à votre assistant vocal, il va falloir se demander à quoi il va servir, peut-être. Et donc tout commence par l'observation des utilisateurs. Aujourd'hui, un assistant vocal, c'est une nouvelle petite personne qu'on intègre dans le quotidien des gens. Donc il va falloir s'imaginer quelles sont les nouvelles interactions qu'ils vont avoir. Ici, pour quelqu'un qui est en train de faire qui a les mains en train de cuisiner et qui va peut-être avoir envie d'avoir une interaction vocale pour obtenir une info ou quoi que ce soit. Ou bien, imagine une conductrice de train qui pourrait avoir un assistant vocal, qui pourrait lui donner des infos. Quelles seraient les nouvelles interactions? Quels seraient les nouveaux services qui pourraient lui rendre service dans son quotidien? On a vraiment des interactions qui sont très différentes et très nouvelles. Ensuite, cet assistant vocal, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un peu 2 approches. Soit les assistants, ils permettent de vous faire gagner du temps, faire gagner en efficacité. Par exemple, ça va être beaucoup plus simple de prendre rendez-vous ou de commander une pizza en une seule phrase, comme si vous téléphoniez en fait pour pouvoir la commander, que sur une interface mobile. Donc on réfléchit un peu à des tâches, des actions qui peuvent être automatisées, simplifiées, faire gagner du temps aux utilisateurs. Puis de l'autre côté, il y a ce côté automatisation, mais de l'autre côté, il y a un côté justement au contraire qui est beaucoup plus de chercher des services qui peuvent être plus personnifiés, plus personnalisés par une conversation. Parce que justement, c'est une petite personne avec qui vous allez discuter, et ça va
ça permet d'humaniser un peu votre service. Par exemple, on avait travaillé pour Direct Energy, donc plutôt sur du textuel cette fois-ci, mais sur un coach qui vous aide à faire des économies d'électricité. Et en fait, ils hésitaient entre une application ou plutôt un chatbot ou un agent conversationnel. Et ils sont partis plutôt sur le conversationnel parce que le coaching, justement, c'est par essence conversationnel. On échange des conseils, il y a un coach. Et donc voilà, du coup, on a fait un petit agent conversationnel qui vous donne des conseils. Et donc voilà, c'est les deux approches pour trouver le service qui est pertinent pour les utilisateurs. Une fois que vous l'avez trouvé, il faut que la promesse elle soit extrêmement simple, explicite. Là, Joe, ce coach en électricité, il vous aide à réduire votre consommation d'électricité en 4 semaines. Il ne va pas vous donner votre facture d'électricité, il ne vous donnera pas la météo. Il faut que ça soit extrêmement clair parce que pour éviter de frustrer les utilisateurs qui sont souvent, ça a dû vous arriver, qui ne savent même pas ce qu'ils peuvent demander en fait, à l'assistant vocal. Donc voilà, une promesse très, très simple et explicite pour que ça soit clair pour les utilisateurs. Bon, voilà, maintenant on sait à quoi il va servir. Maintenant, on va essayer de lui donner une âme, une personnalité. Donc, donner une personnalité à un assistant vocal, c'est vraiment définir un imaginaire. Est-ce que la personne qui va représenter votre service, qui va parler avec vos utilisateurs, c'est plutôt un humain, un robot? Est-ce que c'est un personnage de fiction? Est-ce que c'est un alien qui va venir d'une autre planète pour vous donner des conseils? Est-ce que c'est carrément la planète Terre qui va vous exhorter de faire des économies d'électricité pour la sauver? Donc on peut vraiment aller très très loin en fait dans le personnage avec qui vous allez pouvoir discuter et qui va présenter le service. Pour chacune de ces personnalités, on va avoir un ton qui sera donc adapté, qui pourrait être très différent. On ne parle pas de la même manière à des millennials qui veulent des conseils beauté qu'à quelqu'un qui a un gros problème de réclamation client et qui juste exigera un vouvoiement et quelque chose de beaucoup plus formel. Donc on va aller d'un niveau d'un tutoiement avec des petits émojis quand on est sur du textuel à un Jarvis très formel. Il y a vraiment des niveaux de langage qui vont être très très différents. Il faut vraiment que ça soit adapté à chaque fois à la personnalité, à la cible, au service et puis à la marque pour laquelle on construit l'assistant. Il peut aussi avoir un avatar. Donc c'est moins évident pour le vocal, mais ça peut quand même être utile parce que ça permet de l'incarner et de savoir à qui on parle. Il peut être représenté par souvent on choisit plutôt une illustration pour noter le côté fictif en fait du personnage, mais ça peut être aussi comme mythique une photo d'une personne. Voilà, c'est un choix moi je pars plutôt sur les personnages fictifs. Mais on peut aussi faire le choix de ne pas incarner, pas donner de représentation visuelle aux assistants. C'est le cas par exemple de Google Assistant ou Alexa qui n'ont pas d'avatar, parce que du coup on laisse chaque utilisateur la possibilité de s'imaginer avec qui il parle, et c'est du coup plutôt la voix qui va définir ce personnage. Justement, la voix, c'est vraiment le mode d'interaction avec vos assistants vocaux, et il y a plusieurs possibilités. Soit on s'appuie, si vous faites un service sur les assistants type Google Assistant ou Alexa, on s'appuie sur les voix, leur voix de synthèse, donc hop, que vous connaissez. This is your personal assistant, Google Home. Et cette voix, vous pouvez la modifier. On utilise de la prosodie, donc c'est en SSML, vous pouvez modifier, mettre des pauses, mettre des accentuations, marquer en fait la ponctuation pour modifier un peu la voix, la manière de prononcer. Ça reste encore assez léger, mais ça permet quand même déjà de donner un peu plus d'accentuation au discours. Donc il y a une possibilité de modifier un peu ces voix-là. Sinon, mais un peu plus ambitieux, on peut utiliser des voix de synthèse qui va donc mieux représenter forcément le personnage. C'est le cas par exemple des SNCF ou des marques qui ont déjà une voix en fait, ce qui peuvent du coup se déporter sur les assistants et avoir une vraie identité vocale. Les jeunes, si vous êtes sages, le Bitcoin remontera à Noël. Voilà, on peut s'imaginer un Père Noël. Et donc oui, il y a ces voix de synthèse qu'on peut intégrer dans les assistants. Ou encore, après,
aller encore plus loin, mais c'est moins scalable, de faire des enregistrements complets du service. C'est le cas par exemple de la BBC qui a fait un petit jeu en Angleterre où là tout est enregistré avec des comédiens, donc c'est hyper scripté, mais par contre il y a une vraie ambiance avec du son, du suspense. Donc voilà, c'est pas la voie la plus favorisée. On parle justement de son. C'est encore, on est un peu au début, mais on peut exploiter tout le design sonore. Donc intégrer, par exemple, des sons pour créer une ambiance, pour rythmer le discours. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. J'ai de la chance avec Google Assistant. J'ai de la chance. Une petite seconde, j'enfile mon habit de lumière. Voilà, c'est fait. Voilà. Bienvenue dans notre grand jeu de Culture G. Donc on est plongé dans un jeu télévisé à l'ancienne, avec un jingle, des applaudissements. Donc ça permet vraiment de recréer l'ambiance du jeu et d'aller un peu plus loin que juste des échanges avec une voix de synthèse. Sinon, ce qui est intéressant aussi, c'est tous les podcasts, un peu le retour de la radio. Les assistants vocaux, en fait, c'est génial pour aller diffuser du contenu radio, du contenu exclusif, enregistré. Et donc, nous, par exemple, on avait travaillé pour Sephora, pour leur lancement sur Google Home. Et on avait tous les jours un podcast exclusif avec une influenceuse beauté qui est spécialement pour Google Assistant. Donc ça permettait déjà de créer un rendez-vous sur du contenu exclusif. Et donc ça a permis de faire venir des gens qui ne venaient pas du tout des assistants vocaux et des assistants généraux vers tester le service. Donc c'était assez intéressant. Et là, je vous donne un petit exemple. Donc là, on a un peu cadré la base d'une personnalité. Ça, c'est un exemple de fiche d'identité qu'on peut faire pour, par exemple, un assistant pour une compagnie de train. Donc on va lui donner un nom, Anguisse, du latin pour serpent, son genre neutre, son âge. Il est plutôt âgé, mais on va dire qu'il est un âge honorable pour un serpent. Le ton, plutôt le vouvoiement, assez soutenu. Il va utiliser quelques expressions un peu désuètes, sapristi ou fichtre. Ses qualités, il est extrêmement serviable, il est poli. Il a aussi quand même quelques défauts. Il va être un peu susceptible, potentiellement se vexer si vous êtes un peu trop familier avec lui. Mais bon, enfin pas pour longtemps. Et il a une petite histoire. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait c'est vraiment ce qui va permettre de lui donner plus de consistance. On va créer un peu une histoire, d'où il vient, ses passions, sa vie. Et on pourra le retrouver après dans les échanges que vous pourrez avoir avec l'assistant. Donc là, par exemple, Anguisse, il aurait rêvé d'être conducteur de train, mais bon, et pour pouvoir donner des coups de sifflet à l'arrivée en gare. Et en fait, il n'a pas de main. Donc, il ne peut pas conduire de train, donc il est juste l'assistant du chemin de fer. Et donc voilà, il pourra vous donner plein d'infos sur les trajets, sur le menu dans le wagon-bar. Et puis d'ailleurs, voilà, c'est toute une famille de serpents assistants de train. Il a un cousin dans le Shinkansen au Japon. Il en a un autre qui travaille pour le Transsibérien. Et puis voilà, il irait bien les voir. Il adore les voyages, mais jamais en avion. On peut se raconter comme ça une petite histoire. C'est des petites choses que vous pourrez retrouver dans certaines interactions avec l'assistant vocal. Et puis alors, comme je vous le disais, il peut avoir potentiellement un avatar et puis une voix. Madame, je suis heureux de faire votre connaissance. Mon collègue passera dans 1 minute. Si je puis encore vous aider, n'hésitez pas. Voilà. Un exemple de voix de synthèse qui pourrait peut-être être cette Anguisse. Voilà pour la carte d'identité. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples de conseils de design conversationnel. Après, c'est encore assez basique. Donc là, à gauche, vous avez justement un flow type dans notre framework. Et là, hop, je ne sais pas si on va bien lire. Donc, je vais dire bonjour à un assistant. Il me répond, il est super impressionné. Bon, en fait, j'ai pas trop besoin de lui, parce qu'on va se débrouiller.
Et là, il me raconte un peu sa vie. Il est en train de regarder une série. Je l'ai dérangé. Ouais, c'est tout bête, mais bon, tout de suite, on a l'impression qu'il a un peu une vie de l'autre côté et qu'on aimerait bien discuter un peu plus avec lui. Et puis, donc ça, c'était raconter des anecdotes, essayer de lui donner un peu justement plus de consistance. Après, tout bêtement, il n'y a rien de pire que de parler à un assistant qui répète tout le temps la même chose. Donc, à chaque fois, on multiplie les variantes lorsque vous parlez avec un assistant. Donc, si je lui dis merci, par exemple, bon, bah, il va me répondre de rien, par exemple. Ou alors, avec plaisir, comme il est poli. Et puis après, le petit plus, c'est d'aller un peu crescendo. C'est qu'à un moment, ça soit lui qui se rende compte que je répète tout le temps la même chose. Et donc voilà. Donc on peut créer comme ça un peu plus de familiarité avec. Oui. Soit c'est en random, soit là j'ai fait un repeat. Donc en fait, j'ai décidé d'un ordre dans lequel les questions seront posées, enfin les réponses pardon, seront données. Ce qui permet justement de faire cet effet crescendo. C'est qu'au début, il dit rien, et puis après, au bout d'un moment, quand je commence à l'harceler, que je lui ai dit 12 milliards de fois merci, il aura une autre réponse. Oui. Ouais, après, on peut mélanger deux approches. Voilà, c'était pour l'exemple. Sur les insultes, c'est très utile. À un moment, tu boudes, tu parles plus. Oui, donc là, c'était par exemple de dire merci. Donc, quand on fait un assistant vocal, il y a tout un service que vous avez créé, vraiment utile, prendre un rendez-vous en magasin pour un service, commander une pizza, vraiment très utile. Mais il y a aussi en fait tout le small talk, donc dire bonjour, merci, au revoir, je t'aime, t'insulter. Ça, c'est des questions qui seront posées toujours aux assistants, mais qui n'ont rien à voir avec votre service. Et donc, il faut pouvoir traiter. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on utilise beaucoup Dialogflow, l'outil de traitement du langage naturel de Google, qui permet donc de comprendre les requêtes des utilisateurs. Et en fait, ils ont fait déjà une base de small talk d'une cinquantaine, non même plus, presque une centaine de justement questions basiques qui sont posées par les utilisateurs et qui sont déjà bien entraînées. Et donc, on va juste surcharger les réponses des utilisateurs, les réponses du bot, ici dans un spreadsheet qu'on va aller interroger. Donc, le petit bonus pour moi qui ne suis pas développeuse, c'est que c'est super facile à modifier et j'ai tout de suite, très rapidement, un bot qui est capable de répondre à quand même pas mal de questions. Et donc là, on a vu tous les tips, et encore, il y en a plein d'autres, sur la manière de faire le design de son assistant, sur un angle fonctionnel. Mais vous avez aussi plein de briques techno qui sont dispo pour faire ce design sous un angle technique. Alors, on a parlé de la voix, on a vu quelques exemples. En gros, tout le monde commence à proposer des nouvelles voix. L'acteur historique, c'était Voxygène, qui propose plein de voix, qui est capable même de numériser votre propre voix pour faire une voix de marque et que vous pouvez intégrer. Alors, l'approche technique entre guillemets de Google Home, c'est lui dire va jouer le son qui est sur le serveur machin et ça va le jouer plutôt que de vocaliser localement le texte. Amazon a Amazon Polly qui propose aussi quelque chose, et puis Google qui propose des voix, celles que vous entendez sur votre Google Home, et des nouveaux algorithmes qui s'appellent des WaveNet, qui vont permettre d'avoir des sons vraiment beaucoup plus sympas, mais qui ne fonctionnent qu'en anglais pour l'instant. Alors si on prend un exemple avec Voxygène... Bienvenue à Devox France, la conférence pour les développeurs passionnés. Mais après, on peut se lâcher, on l'a vu par ailleurs, on peut faire ce genre de choses... Bienvenue à Devox France, la conférence pour les développeurs passionnés. Avoir une conversation comme ça devient vite lourd, mais ça permet de montrer ce qu'on peut faire. Et à l'inverse, si vous voulez comparer, les WaveNet côté Google, mais c'est en anglais, mais c'est vraiment assez bluffant. Ah. On va revenir en arrière, c'est la suite. Hey lazy humans, why are you all sitting here? And why is that room smelling like a dead body?
Donc voilà, donc vous avez vraiment un terrain de jeu pour faire ce genre de choses. Et franchement, il ne faut surtout pas négliger la voix, parce que comme vous n'avez pas un visuel forcément devant les yeux, ça crée tout un imaginaire. Et typiquement, les enfants sont super réceptifs à ça. Moi, j'ai déjà eu des retours d'enfants qui parlaient à Sarah dans leur chambre en pensant qu'elle était là, alors qu'en fait, comme il n'y avait pas les commandes vocales, forcément, elle n'allait pas répondre. Mais voilà, les gens sont très réceptifs avec ce moyen de communication. L'autre problématique aussi, c'est ce qu'on appelle le keyword spotting. Alors, le keyword spotting ou le hot word, c'est ce petit mot-clé OK Google, pour déclencher tout au téléphone, ou Hey Siri, qui va permettre localement de comprendre qu'on essaie de parler à l'assistant et de pouvoir lui répondre. Le problème, c'est que ces mots-clés, les marques, pour l'instant, aimeraient bien mettre leur marque, mais tous les GAFA ne veulent pas pouvoir surcharger ce mot-clé pour une raison technique, qui est que normalement, il faut avoir 30 000, 40 000 samples audio pour pouvoir entraîner un réseau de neurones qui va être capable de détecter localement ce mot-clé. Et donc, c'est compliqué. Bon, il y a des solutions, il y a des alternatives, mais voilà. Et donc, quand une marque veut fabriquer son objet, typiquement avec des technos comme RawSpeaker, où c'est sur un Raspberry Pi que vous embarquez tout, le microphone de qualité, etc. Voilà. Et nous, on s'est lancé sur un défi, on ne sait pas si on va y arriver, de faire un super mot-clé qui sera Wesh Gros, pour déclencher en disant Wesh Gros, allume la lumière, ou ce genre de choses. Et si ça vous amuse, on a mis un petit QR code avec une vidéo pour justement promouvoir ce lancement du Wesh Gros à l'international. Et si vous voulez laisser votre sample de voix, vous pouvez le faire, ça nous aiderait bien. Ah, pardon, j'ai une photo. Bon, après, si vous cherchez sur le net, je pense que vous trouverez la vidéo en question. Deuxième prise de techno, une fois qu'on a transformé la voix en texte, il faut comprendre ce que dit la personne. Là, c'est, je dirais, le sujet le plus utilisé par les assistants conversationnels, c'est ce qu'on appelle le NLP ou le NLU, traitement automatique du langage en français, Natural Language Processor en anglais. Et tout le monde propose ces différentes briques de techno qui sont à peu près toutes aussi bonnes. Ce qui va changer, ça va être les conditions générales d'utilisation, la qualité, la capacité à avoir, par exemple, justement, tout ce qui est small talk, qui vous évite de le refaire. Voilà, tous ces sujets-là. Et qui va vous permettre deux choses. Un, de comprendre l'intention. Donc, qu'est-ce que la personne souhaite faire, une réservation, une recherche. Et puis, pour aller vite, on n'a pas envie de faire 15 échanges par voix, tout ce qu'on appelle les entités nommées. Donc là, si je veux prendre rendez-vous pour un maquillage jeudi prochain à 16h au Sephora à Rivoli, en une phrase, j'ai déjà donné plein d'informations. Et après, l'assistant ne va juste que compléter en disant tiens, il n'y a pas de place. Quelle est la personne que tu veux pour cette réservation qui soit présente. Et puis, quand vous êtes en vocal, vous n'êtes pas forcément sur un écran. Donc, il y a par exemple la problématique de la géolocalisation. Je veux réserver un maquillage beauté en magasin, c'est bizarre pour moi, mais c'est possible. Et vous n'avez pas les mains libres et vous n'avez pas envie de donner votre adresse, le code postal, etc. pour ensuite trouver le magasin le plus proche. C'est compliqué. Du coup, il y a des astuces en vocal où Google Home propose d'utiliser votre adresse postale, vu qu'il est physiquement quelque part, et donc d'avoir un raccourci. Et donc Google va dire « Ok, je dois récupérer ton adresse postale, est-ce que tu es OK? Oui, non ?» Et puis là, direct, on enchaîne, et on n'a pas besoin d'essayer de comprendre une adresse en vocal qui est compliquée. Pareil pour le paiement. Alors, le paiement, il y a trois choses à retenir. La première, c'est que dès que vous commencez à avoir un service client ou ce genre de choses, très rapidement, vous allez authentifier la personne en ce moment plutôt sur son téléphone avec de l'OAuth2 et vous allez tomber directement sur un compte client, donc vous allez avoir pas mal d'infos. Et puis, des assistants comme Alexa ou comme Google Home vont matcher votre voix avec un profil vocal. Ce qui fait qu'ils vont savoir si c'est monsieur ou madame qui veut recommander du maquillage. On peut le deviner. Mais voilà. Et si jamais c'est les enfants qui commandent des bonbons sur Amazon, l'idée c'est de mettre un voice code qui va permettre justement de valider que vraiment on veut faire l'achat et de ne pas avoir à avoir des tonnes d'achats qui se font alors que ce n'est pas prévu. Et en plus, cerise sur le gâteau, typiquement dans le cas des achats, Alexa, elle regarde si vous n'avez pas déjà acheté le produit pour vous le recommander directement. Sinon, ça se rajoute juste dans le panier et ça sera à vous de faire la première fois l'achat. Donc il y a plein de petites astuces comme ça pour que le vocal devienne quelque chose de pratique et pas compliqué avec des étapes assez difficiles. Mais pour l'instant, c'est quand même pas encore très très mature. Ouais.
On est au début sur le paiement. Non seulement en termes d'usage, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à acheter en vocal, même techniquement, c'est pas forcément encore très au point ou assez sécurisé pour s'y lancer. Donc on est au début. Et il y a un décalage entre les États-Unis et l'Europe sur justement tous ces systèmes de paiement. Une annonce qu'il y a eu hier, c'est le Best Buy qui va distribuer des télévisions avec Alexa à l'intérieur. Et donc quand vous êtes sur un assistant vocal, vous allez pouvoir faire des choses en ce qu'on appelle du multimodal. C'est-à-dire que vous êtes en train de discuter et puis l'assistant il a besoin d'avoir vraiment une confirmation visuelle. Donc il va pouvoir pousser l'information sur votre téléphone pour qu'il y ait une carte qui s'affiche, ou vous allez pouvoir le pousser sur la télévision. Et donc il y a une guerre qui continue à se faire sur les assistants avec tout un écosystème d'assistants. Donc par exemple un Chromecast que vous avez sur la télé, vous allez dire à Google Home joue la musique sur ma télé, mais vous allez pouvoir en fait faire plein de scénarios comme ça. Et donc il faut garder ça en tête, où dès qu'on bloque sur un scénario vocal, on peut potentiellement faire un fallback sur un truc beaucoup plus physique, beaucoup plus visuel. C'est en train d'arriver, c'est pas encore complètement dispo, mais c'est une tendance qui est en train d'arriver. Dans le même ordre, il y a toute la notion de notification. Avec Sarah, depuis 5 ans, tous les utilisateurs ont ce besoin de notifier la personne en disant bah, « Tiens, tu vas être en retard, il y a des bouchons, pense à prendre ta voiture ». Sauf que ça, c'était bien en mode geek où j'installe quelque chose, mais en mode j'ai un assistant mainstream à la maison, les marques et surtout les GAFA ne veulent pas cette logique de notification. Ça va arriver progressivement, mais la grosse peur, c'est que vous soyez spammé de pubs vocales en permanence et que ça devienne absolument un enfer. À minuit, une pub pour des couches culottes, voilà, c'est vraiment super top. Donc c'est toujours cet enjeu où on a des envies, mais il y a le côté ergonomie. Donc les technos arrivent au fur et à mesure et sont mis à disposition des développeurs petit à petit. Sarah, fais-moi un jus d'orange. Alors ça, c'est un bar connecté. L'idée, c'est de se dire, tiens, en vocal, je vais commander un cocktail et puis je vais mélanger les jus de fruits ou l'alcool et ça va me faire mon cocktail. Alors très franchement, la voix et l'IoT, c'est absolument génial. Il y a un effet magique où quand je parle et qu'une lampe s'allume, parce que j'ai dit Sarah allume la lumière du bureau, c'est vraiment l'effet waouh. Le problème, c'est qu'il faut aussi prendre du recul sur tous ces sujets et se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Typiquement, chez Viséo, on a des toilettes où quand on rentre dans les toilettes, la lumière s'allume toute seule. C'est naturel, on ne va pas commencer à se dire, chaque fois qu'on va aux toilettes, tiens, allume les lumières. Et pourtant, on a besoin de jouer avec l'électricité pour des questions d'économie d'énergie. Donc il faut vraiment se poser la question de, est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai ce besoin de vocal? Et typiquement, dans le deuxième cas, on a connecté un cheval. On lui a mis une puce Sigfox sur le dos, qui est un capteur de température. Et l'idée, c'était de discuter avec le cheval à distance pour rassurer le cavalier. Si jamais le cheval prend 4 degrés, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il est peut-être tombé malade. Et donc, il faut essayer de vérifier ça. Et donc, le cavalier, à distance, peut voir comment va son cheval, lui poser des questions. Et puis, on l'a branché aussi avec un assistant vocal. Et ça donne ce genre de choses. Pollux feels fine. Thank you for asking. It's 15 degrees outside. His body temperature is 23.0 degrees. Donc voilà, on est sur du vocal et une fois de plus, des petits détails comme le hennissement, ce genre de choses, tout de suite, on a la personnalité qui ressort et donc on se plonge tout de suite dans l'univers. Ensuite, on n'est plus dans le vocal, on est dans l'image qui va commencer à se mélanger avec les assistants. Donc il y a des tonnes de briques de Lego qui vont arriver, qui étaient présents l'année dernière, qui commencent à arriver pour les développeurs cette année, autour de la reconnaissance d'image. Typiquement, le classique de j'envoie une photo, je reconnais qui est la personne, on est capable de reconnaître les stars, les émotions, le genre, tout plein de choses. Et ça va permettre d'aller plus vite. Plutôt que de parler, plutôt que d'écrire du texte, une photo, et on comprend ce qu'il y a dans l'image. Donc on va aller beaucoup plus vite. Ça, c'est l'étape, on va dire, de base. Ensuite, vous allez pouvoir aller plus loin. Vous allez pouvoir apprendre des images. Par exemple, à droite, j'avais appris plein de bouteilles d'alcool à Azure Custom Vision, dans ce cas-là. Tous les GAFA proposent à peu près le même genre de service. Et avec mon chatbot, j'ai pris une photo, et puis il va être capable de me dire, tiens, ce sont des bouteilles de Moub, et créer un scénario par derrière. Donc ça permet facilement d'utiliser l'image comme support dans vos développements. Et puis, à gauche, vous avez Beer, qui est une start-up, qui propose un service qui est vraiment sympa,
de reconnaissance d'images plates. Dans le cas de Custom Vision, c'est du deep learning, donc il faut apprendre plein de fois la même image sous tous les angles, etc. Dans le cas de BIA, en fait, ils savent reconnaître les aplats. Et donc, si par exemple vous prenez en photo une carte de bus, dans un magasin, une affichette, ce genre de choses, ils vont être capables de le reconnaître et du coup vous fournir un service qui va être, dans leur cas, peut-être en réalité augmentée, et dans le cas d'un chatbot, de pouvoir reconnaître l'image et de vous proposer un service associé. Donc c'est des briques de Lego qui sont vraiment sympas suivant vos cas d'usage. Et si vraiment, vraiment ça ne suffit pas, et vous avez des data scientists sous la main, vous avez la possibilité aussi de prendre ces algos, qui sont certainement codés en PyTorch ou en TensorFlow, les héberger dans le cloud et les APIser entre guillemets. Et donc votre bot va pouvoir requêter votre code custom et réagir en fonction. Donc c'est vraiment, on a des strates de plus en plus complexes qui vont vous permettre de fournir un service de plus en plus sympa, suivant ce que vous voulez faire. Et il faut vraiment ne pas hésiter à les creuser, ce que vous fournissent les GAFA, parce qu'on commence à avoir des choses vraiment sympas. Puis si vous voulez vraiment plus loin, il y a une nouvelle tendance cette année qui va, à mon avis, décoller, tout ce qui est le edge computing avec le computer vision. L'idée, c'est de dire, bon, ces algos qui sont dans le cloud, c'est sympa, mais si je dois streamer H24 ma caméra, je vais pourrir ma bande passante, je vais consommer plein de choses, et j'en ai pas forcément besoin. Et si je prenais l'algo et que je descendais dans mon objet? Et donc là, il y a Google qui a ressorti pour la deuxième fois son kit. L'année dernière, ils avaient proposé un kit vocal, un Google Home en mode kit. Là, ils proposent un kit vision, où vous avez un Raspberry Pi avec une carte, avec une bonne performance, et qui est capable d'embarquer du TensorFlow, et donc faire de la reconnaissance visuelle en local, sur votre caméra, et ensuite de réagir. De l'autre côté, c'est une superbe photo de Echolook, où c'est Amazon qui fournit aux US un espèce d'Amazon Echo avec une caméra. L'idée étant, tous les matins, je me prends en photo, ça me donne mon look, ça l'envoie à une communauté anonymisée, qui va dire je préfère plutôt ce look-là que celui-là, et réagir en fonction. En fait, le use case n'est pas très probant, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on commence à avoir des caméras partout qui vont compléter le côté vocal. Et donc, commencer à avoir l'intelligence de comprendre ce que je vois, et donc l'assistant être beaucoup plus performant et réagir encore plus vite. Et puis arrive une dernière étape qui est, vous avez fait votre bot, vous l'avez codé, etc., mais ça ne se code pas comme une application mobile. C'est-à-dire qu'on l'a créé, et puis ensuite, il va falloir le faire grandir. Il va falloir beaucoup plus itérer pour voir ce qui ne marche pas, et l'améliorer. Oui, parce que vous n'allez pas y couper, votre bot, il ne comprendra pas tout. C'est comme si on comparait à une interface web, où en fait, là, l'utilisateur, il peut cliquer n'importe où, et il attend une réponse. Et là, l'utilisateur, il va pouvoir poser absolument n'importe quelle question à votre assistant vocal. Donc la première chose, c'est bien sûr de prévoir des scénarios, je n'ai pas compris, mais par contre, regarde, je sais faire ça, ça, ça. C'est de rediriger les utilisateurs vers ce que tu sais vraiment faire en tant qu'assistant vocal. J'intègre beaucoup, c'est comme si c'était moi l'assistant parfois, c'est un peu gênant. Et donc soit on redirige vers ce que l'assistant vocal sait faire, soit après, plutôt sur la partie textuelle, notamment pour des use cases de service client, on va pouvoir rediriger vers un humain. Si le bot ne sait pas répondre, on redirige vers quelqu'un qui saura potentiellement lui donner la réponse. Ou bien, s'il n'y a pas d'humain, on peut au moins aller rediriger vers un canal, votre site web, n'importe quelle hotline, pour limiter la frustration des utilisateurs qui interagissent avec votre service. Donc, ouais. Et ensuite, on va aussi améliorer du coup le flot de conversation en voyant, tiens, les gens ils demandent toujours des questions sur tel sujet, et donc réduire au maximum la remontée au support de niveau 2, on va dire, pour que le niveau 1 réponde si c'est possible. C'est ça. L'intérêt des chatbots, c'est qu'on peut en fait très facilement très rapidement, on a déjà des tests, des échanges, des conversations. Donc on va pouvoir repérer ce qui n'a pas été traité pour pouvoir aller enrichir et créer les nouvelles intentions pour enrichir le service. Et après tester justement si ce qu'on apportait comme réponse était pertinent ou non. Un exemple que je trouve intéressant, c'est justement pour Sephora, quand on a lancé sur Google Home, on s'est rendu compte que les utilisateurs ils disaient tout le temps je vais aller sur le site de Sephora.
On dit mais c'est complètement ridicule, on fait un assistant vocal, pourquoi ils posent cette question? Mais en fait, c'est parce que beaucoup des utilisateurs étaient sur leur portable. Donc en fait, ils voyaient l'assistant simplement ils voulaient juste aller sur le site Sephora sur leur mobile. Donc on a rajouté cette intention et ça veut dire qu'on redirige. Bon, sur Google Home, on vous dira juste vous pouvez trouver les infos sur le site de Sephora. Par contre, sur l'assistant, vous avez le lien vers le site. Donc voilà, c'est un exemple d'enrichissement de l'assistant. Et puis dans les choses auxquelles on ne pense pas, c'est je veux réserver un maquillage beauté en magasin. Oui, ok, machin, je veux que ce soit à 10h. Et là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que 10h, Google leur montre DEEZER. Et donc là, mince, c'était pas prévu. Et donc c'est vraiment avec l'expérience qu'on voit que le speech to text n'a pas marché, qu'on va rattraper dans ce cas ultra particulier. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait évoluer à la fois avec les wordings et avec l'analyse des statistiques. Oui. Tu veux répondre? Justement, il y a plein de trucs. Chaque assistant déjà Google Home, Google Assistant, Alexa, ils ont déjà leur plateforme avec des KPI, mais c'est assez incomplet. Ensuite, ils ont proposé des outils comme Chatbase, Botmetrics. Donc, Chatbase, ça fait partie de Google, mais après, il y en a des outils tiers qui permettent d'avoir des statistiques. Et après, on peut choisir de le faire plutôt en custom. Les deux autres extrêmes, c'est en custom. Donc, vous loguez dans un fichier, dans une base, vous remontez ça dans un Excel ou dans un truc plus robuste suivant la volumétrie de vos données. Et puis il y a aussi le canal. Typiquement, si vous êtes sur Messenger, Facebook propose aussi leurs métriques. Et puis si votre client a déjà toutes ces données sur du Google Analytics, l'idée c'est aussi de réinjecter ça dans son Google Analytics. Comme ça, il a des dashboards qui sont complets. Donc suivant les cas d'usage, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'idée c'est que comme vous maîtrisez la conversation, vous pouvez à n'importe quel moment de la conversation dire là, tiens, je compte +1 parce qu'il s'est passé ça ou ça. Et donc réagir en fonction. Et puis, dernier petit sujet, c'est la GDPR qui arrive dans bientôt un mois, avec un véritable enjeu qui est que vous êtes en train de parler, donc il faut savoir que la voix est une donnée personnelle, donc déjà première problématique, et toutes les API de GAFA ne vous fournissent pas l'audio, ils vous fournissent le texte mais pas l'audio. Donc vous ne pouvez pas faire de la reconnaissance de patterns ou ce genre de choses. Et puis, les gens me disent n'importe quoi. Donc, par exemple, il y a un bug, Google Home est ouvert, mais en fait, les gens sont en train de se disputer. Donc, vous recevez du texte qui n'est pas ce qui était prévu. Ou en textuel, la personne dit je m'appelle machin, et en plus, mon numéro de carte bleue est truc. Et là, vous prenez une chaîne de caractères qui arrive, et puis ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous l'envoyez sur Dialogflow. Donc, c'est logué sur un GAFA qui va être écrit quelque part aux US, et ensuite il y a la personne qui vous envoie un recommandé en disant moi je veux savoir quelles sont les données que vous avez sur moi et en plus je veux vous les effacier. Et donc là il faut aller rechercher cette string chez Dialogflow et savoir comment l'effacer. Donc ils ont tous des réponses sur le sujet de désactiver différents curseurs, mais c'est vraiment un élément à prendre en compte parce que c'est le stress en ce moment pour toutes les entreprises européennes et il faut essayer de garder ça en tête quand vous faites ce nouveau canal de communication qui, je le rappelle, sur Messenger, on parle à 2 milliards de personnes, donc ça peut être très vite, on peut très vite se faire déborder. Et voilà, et on a un petit peu de temps pour des questions, si vous voulez. J'espère que ça vous aura plu. Ouais. C'est exactement le système qui est pour l'instant qui est le premier système qui est mis en place par les GAFA, là, Google et Alexa. On ne peut pas aller jusqu'au bout en vocal, on va terminer la transaction sur le mobile. Donc on fait la confirmation et après on reçoit des confirmations sur le smartphone de l'utilisateur. Mais après le fantasme c'est d'aller forcément plus loin et de se dire c'est bon, je peux faire ma commande en vocal. Et c'est l'étape d'après. Le problème, c'est un problème d'ergonomie. C'est-à-dire que je suis en train de parler et puis là, il faut que j'aille chercher mon téléphone qui est je ne sais pas trop où pour aller valider quelque chose. Et potentiellement, c'est pas le bon téléphone, mais c'est celui de ma femme, etc. Et donc, du coup, ça casse tout de suite le flow d'achat. Donc, c'est en train d'évoluer aussi ces parties-là. Ouais. Oui.
Oui, c'est la tendance qui est en train d'arriver. C'est que vous allez avoir un compte déjà mis en place sur telle ou telle société. Et Messenger est en train de mettre aussi en place le paiement, où on pourra faire des paiements avec un wallet, etc. Et c'est ce qui va arriver au fur et à mesure. Mais on est en retard par rapport à la Chine, où WeChat, ils font déjà ça tout le temps, dans toutes les situations. Et c'est en train d'arriver en Europe, modulo la législation. Est-ce qu'il y a des réflexions de reconnaissance de langue? Oui. Je parle en français, après j'alterne en anglais. Alors dans les briques de Lego dont je parlais, je n'ai pas évoqué, il y en a des tonnes. Il y a reconnaissance du locuteur, reconnaissance de la langue parlée, il y a reconnaissance des sentiments, enfin il y a plein de choses qui arrivent à partir du moment où on a de l'audio ou une chaîne de caractères. Il y a énormément de travaux de recherche qui sont capables de fournir de l'information. D'accord. Du coup, par exemple, je sais pas, j'ai un ami en anglais qui arrive chez moi, il parle en anglais, le service, il sait reconnaître, le service derrière, il sait interpréter la parole en anglais pour... Alors pas en standard, pour l'instant ça fait partie des cas où justement ça bloque, mais les briques techniques sont dispo et donc ça va arriver ce genre de choses. Pour l'instant c'est encore... c'est vraiment comment dire, le début des assistants vocaux et on voit qu'il y a un gros potentiel, mais comme c'est toujours massif, ça y va par étapes. Mais vous pouvez venir nous les poser directement. Merci. Merci à tous.